Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et dans ce podcast, j'ai la responsabilité de poser les meilleures questions du monde à mes invités pour qu'ils puissent vous partager les découvertes qui ont changé leur vie. Récemment, avec le confinement, je me suis beaucoup questionné sur ce que j'avais envie de faire avec Inspiration Créative et j'ai remarqué que l'expérience et la répétition avaient tendance à ancrer en moi des habitudes qui m'aidaient pas toujours forcément à me réinventer. C'est plus simple et plus confortable sûrement de me confronter à des choses que je connais plutôt qu'à des choses qui sont inconnues et que je maîtrise moins. Et j'ai une question qui revenait beaucoup dans ma tête à ce sujet, c'est comment faire pour d'un côté capitaliser sur mes efforts passés tout en amenant de la nouveauté de l'autre côté dans ce que je fais aujourd'hui. Comment réussir à reprendre la posture du débutant? Comment faire pour ne jamais se reposer sur ce qu'on fait déjà? Pour ce 29e épisode, j'ai donc voulu aller à la rencontre de quelqu'un très fort sur ce sujet, l'humoriste Haroun. D'ailleurs, je dis humoriste, mais je pourrais lui donner plein d'autres casquettes. En plus d'être sur scène depuis bientôt une dizaine d'années, il a créé le site Pasquinade pour diffuser lui-même ses spectacles et ceux d'autres humoristes. Et il vient de sortir son livre Les Pensées des Rackettes, où il mélange l'humour et la philosophie. C'est un créateur qui essaye sans cesse, justement, de reprendre la posture du débutant, que ce soit dans ses spectacles ou dans ses projets. Et on sent son envie de s'améliorer sans cesse sur toutes les choses qu'il essaye de réaliser. Alors on a bien sûr parlé de ça dans l'épisode aujourd'hui, mais aussi de comment essayer d'être prolifique pour avoir le luxe de pouvoir jeter une partie des idées qu'on fait. Haroun est de retour sur scène à partir du 15 septembre prochain au théâtre Édouard VII à Paris pour son nouveau spectacle Seul, au pluriel. Et pour avoir vu le dernier juste à côté de chez moi il y a un peu plus d'1 an maintenant, je vous conseille de prendre votre place parce que c'est vraiment à mourir de rire. Alors sur ces bons mots les amis, je vous laisse en compagnie d'Haroun et je vous souhaite une bonne écoute. Je suis très content aujourd'hui d'accueillir Haroun. Salut Haroun. Salut. Comment tu vas? Très bien. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Est-ce que c'est une journée où tu es de bonne humeur? Je suis une journée où je suis tranquille. Ouais. Tu m'as dit que tu sors de l'acupuncteur. Ouais, je suis allé chez l'acupuncteur et j'ai dormi. Je suis vraiment... C'est cool. On va être un peu stone sur les 10 premières minutes. C'est clair. Je vais prendre soin de toi. Je suis à peine réveillé. Trop cool. Il y a un premier sujet que je voulais aborder avec toi. Que t'as jamais... moi je farfouille un peu pour préparer mes interviews, normal, comme toute personne qui essaie de faire ça bien. Et il y a un truc que tu mentionnes jamais, mais j'ai un feeling un petit peu sur ce que je ressens de toi. J'ai l'impression que tu taffes énormément. J'ai l'impression que t'es un taffeur énorme et tu le dis pas clairement, tu vois. Mais j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui, mine de rien, tu mets les heures pour arriver à produire des choses cool. Oui, je le dis pas clairement parce que j'ai pas l'impression de travailler. Moi, quand j'écris ou quand je joue, c'est une pratique habituelle, quotidienne, qui est comme... un jour où j'ai pas écrit, je me demande pourquoi j'ai pas écrit. Et c'est mon activité principale, c'est Écrire? Oui, enfin, écrire et jouer. Oui, écrire. Je passe plus d'heures à écrire qu'à jouer, c'est sûr, mais j'ai pas l'impression de travailler quand j'écris. J'ai l'impression de faire des choses, de sortir des choses que j'ai besoin de sortir. Ouais. Elles seront jouées ou pas, mais c'est un besoin, c'est pas vraiment un travail. Et ça c'est un truc que tu as toujours eu, ce côté genre, naturellement, il y a des trucs qui doivent sortir de moi, j'écris et je produis des trucs, ou c'est un truc qui est venu avec le temps, petit à petit, progressivement? L'écriture, c'est venu vers les 22-23 ans. Ouais. Avant, je faisais de la danse, donc j'avais quand même envie de... Tu faisais du break, c'est ça? Ouais, j'avais quand même envie de sortir une énergie, de créer des trucs divers et variés, ouais. Des chorégraphies, des trucs comme ça. Mais oui, ça a dû venir jeune, je pense. En tout cas, je me souviens qu'à l'école, j'aimais beaucoup la rédaction libre. Ok. Ouais, t'en as fait petit à petit un métier et finalement... Ouais, c'est une passion. Ouais, je prévoyais pas d'en faire un métier, mais c'était quelque chose que j'appréciais. C'est quelque chose que j'appréciais, me mettre à mon bureau et écrire des trucs. Ouais. Et c'est marrant parce quand on te regarde un peu comme ça de l'extérieur, et même je trouve que dans ton jeu de scène, t'as un côté un petit peu, pas timide, tu vois, mais t'as un côté, ok, j'y vais petit à petit, etc. Et t'as ce côté vraiment de, quand j'écris, tu vois, je suis derrière mon bureau, etc. Mais t'aimes bien aussi la partie scène où tu vas vraiment être, genre sortir de ta zone de confort et être sur... Ok, on y va, on embarque un public avec nous. Ouais, c'est sûr, c'est la partie scène, elle permet d'écrire aussi. C'est-à-dire que la partie scène, avec les erreurs qu'on fait, ce qui passe pas. Bon, nous, on a un retour direct avec le rire, mais quand on sent pas le truc, quand on voit qu'il y a quelque chose qui accroche dans ce qu'on dit, on va retourner à l'écriture le lendemain
Et je fais sans cesse des allers-retours entre l'écriture et la scène. En fait, la scène permet d'officialiser ce que tu as écrit. Mais Tu parles souvent du test aussi. Tu disais que tu testais beaucoup de choses, comme toute personne qui fait de l'humour, je pense, mais que tu allais vraiment, même sur des grandes pas toute scènes. personne qui fait de l'humour. Ah ouais? Ouais, il y en a beaucoup qui sont pas très à l'aise avec le test. Ok. Parce que risque de bide, parce que risque de se planter. Oui, mais en fait, c'est parce que pour plein de raisons, je sais pas. Mais toi, ça fait partie d'un truc que tu essaies de faire. Ben moi, le bide, ça me dérange pas trop. Ok. Peut-être parce que j'en ai beaucoup pris, mais ça me dérange pas trop. Et en fait, j'aime beaucoup. En fait, si tu veux, c'est toutes les scènes dans lesquelles les gens sont au chapeau et tout. J'estime que je peux tester parce que qu'à la limite, c'est au chapeau. Ouais, c'est un peu comme l'émission où tu sais, les gens venaient dans un gîte et à la fin ils donnaient. Je sais pas si t'as déjà vu sur M6 ou je sais pas quoi. En gros, ils viennent ils viennent chez des personnes pour un week-end, tu vois. Et à la fin du week-end, ils payent le montant qu'ils estiment que la valeur que ça avait, quoi. Et donc, t'as un côté lâcher prise, tu vois. Si c'était cool, ton spectacle, ouais, ton mais test. Sur M6, ça fait critique et tout, non? Je sais plus Ils comment doivent ça mettre s'appelait. des notes de partout. Non. Mais tu vois, t'as un truc de. Si ça s'est bien passé et que ton test était cool, ils vont te donner X euros. Oui, et si mais ça s'est encore mieux si passé, tu tant mieux. veux, selon la phase où t'en es dans ton développement, tu vises pas la même chose quand tu vas faire une scène. C'est-à-dire qu'il y en a qui visent le fait d'aller donner leur flyer à la fin et de remplir leur spectacle qui jouent en entier dans une autre salle. Donc ils vont pas faire de tests, ils vont faire des choses forcément solides pour que les gens soient convaincus d'aller voir leur spectacle. En fait, moi je faisais ça aussi, mais je me suis vite ennuyé à répéter toujours le même truc et ça m'embêtait. Et en plus, comme le bide me dérangeait pas, j'ai joué avec le bide et j'ai joué à faire rire avec ce qui faisait pas rire. Et ça a créé ce personnage un peu de retenue, un peu on rigole bien quand ça fait pas rire, ou enfin quand il y a un moment de malaise. Ce qui te permet d'en jouer aussi. Ouais, ça me dérange pas de laisser des silences, etc. Donc j'ai construit mon personnage autour de tout ça, et j'aime beaucoup le test parce que j'ai écrit des nouvelles choses et j'ai envie de les voir se concrétiser. Ouais. Ce qui fait que j'étais tiraillé entre faire du sûr et faire ce que j'avais écrit dans la journée, et je préférais faire ce que j'avais écrit dans la journée, c'était plus marrant à faire. Et tu vois, un truc qui m'a beaucoup marqué, je suis venu te voir à 3 l'année dernière, t'as toute ta partie un peu plus traditionnelle, des trucs que tu fais déjà un peu plus sûr. Ouais. Et à la fin, pendant 15 minutes, t'es parti sur des blagues sur la ville de Troyes en mode que des vieux, etc. Je sais plus ce que t'avais sorti. Mais tu vois, j'avais trouvé ça vraiment cool parce que c'est un truc, c'est sûr que tu l'avais écrit la veille ou le matin, tu vois, avant de jouer. Ouais, je l'écris dans l'après-midi en général. Ouais. Ces parties-là, je les écris dans l'après-midi. Je regarde l'actu de la ville, je regarde le Wikipédia de la ville. Parfois, je discute avec les gens aussi, il y a des gens qui me renseignent. Et je trouve des choses. Et ça, c'est parti des vidéos que je faisais, en fait. J'en avais fait sur Marseille, Lyon, tout ça. Et en fait, j'avais la sensation que le public attendait ça quand j'allais dans la ville. Ouais. Et donc, j'étais un peu piégé par ça. Et en effet, c'est un bon défi d'écriture. Ouais. Parce qu'il y a des moments où juste 3/4 d'heure avant, j'ai pas fini et je me demande si je vais finir. T'es en... Ouais, ça me fait... Non, ça me fait pas peur, mais ça fait un peu d'adrénaline. Et surtout, en fait, ce qui est un bon défi pour moi, c'est qu'il fallait que j'écrive, que je me souvienne du texte, faire mon spectacle, et ensuite me ressouvenir du texte, sachant qu'il y avait mon spectacle avant. Et donc parfois j'ai des trous et tout, mais ça fait partie du truc et les gens l'acceptent à fond. Ouais. T'as presque un lâcher prise de ok, ce sera pas forcément parfait, mais du coup tu t'abandonnes encore plus au public. Ouais, carrément. Et le public en a conscience. Ouais. Le public sait très bien que c'est des trucs que je viens d'écrire, et parfois j'ai des trous et je dis attends, il y avait quoi après? Et je le dis officiellement, je dis ouais, là je me souviens pas de cette blague, je crois que j'avais une blague là, mais on verra plus tard. Ouais, ils sont plutôt tolérants, quoi. Ouais, donc ça fait un peu une partie un peu organique, où ils voient la faillibilité, je sais pas si c'est le mot. La fragilité, la vulnérabilité. Ouais, voilà, de l'écriture. Ils voient que quand c'est tout neuf, c'est pas stable et tout. Mais après, quand tu parles des gens, précisément, quand tu parles de leur ville... le patriotisme local. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Franchement, ils sont déjà hyper contents que tu parles de la ville. Donc, ils rigolent plus facilement. Et après, il y a certaines blagues que j'aurais aimé garder, qui étaient cool quand même, qui ont été trouvées comme ça. Même parfois, c'est un peu de l'impro, quoi. Ouais. C'est marrant ce que tu disais aussi sur
j'ai 45 minutes avant, je suis presque dans un défi de il faut que je sorte mon truc. Ouais. Est-ce que tu as des... Tu sais, c'est un peu le côté, la contrainte alimente aussi ta création, tu vois. Tu mets un cadre et tu sais que t'as la deadline, t'as ce truc-là qui doit te permettre aussi de créer. C'est un truc dont tu te sers parfois, dont tu vois dans ton écriture ou dans ton jeu, Non, le côté contrainte. je m'en sers pas. Ouais, Enfin, ok. je l'ai pas fait volontairement. C'est plus que j'ai pas le temps et que j'arrive du train. Si j'ai réussi à écrire dans le train, tant mieux. Sinon, j'écris dans les loges. J'aimerais avoir plus de temps et le préparer un peu plus. À vrai dire, franchement, ça... Ça t'arrive de partir sur scène et de se dire, ok, là, je suis pas hyper serein sur ce que je Non, vais... si je suis pas du tout serein et que je sais que ça va pas faire rire, je le fais pas. Ouais. Et je fais d'autres tests que j'ai toujours des tests en cours. Ouais. Donc, parce que je pense que quand tu es venu à 3, j'ai peut-être rajouté derrière encore un truc que je teste. Ouais. Il y a moyen, je crois. En général, je fais la ville, puis après les trucs en cours. Ouais. Je pense que je ferai pas ça sur le prochain spectacle parce que le prochain spectacle est construit différemment, mais non, je me mets pas volontairement une deadline très proche. J'en ai pas vraiment besoin de ça. Ok. Et tu vois, il y a un truc aussi, je trouve, sur les dernières années, et tu vois, tu parles de ton prochain spectacle, c'est que mine de rien, tu fais partie, je trouve, des personnes dans l'humour qui produisent beaucoup. Tu sais, t'as des gens qui se disent, ok, je fais un spectacle, je passe 6, 8 mois, 1 an à le roder, puis 2, 3, voire plus années à le jouer. Toi, j'ai l'impression qu'il y en a un qui se termine, tac, il va sur Pasquinade, il y en a un deuxième qui arrive, tac, tac, tac. J'ai l'impression que tu vas vraiment dans un rythme... t'enchaînes, quoi. Oui, mais c'est parce que je me suis aperçu, alors déjà, que le rythme traditionnel d'exploitation d'un spectacle est trop lent. Ok, c'est-à-dire par rapport à l'actu. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, pour créer une tournée, il faut s'y prendre 2 ans, 3 ans en avance. Ouais. Donc, mettons que je sorte un spectacle là. Imaginons, ils rouvrent les théâtres et tout. C'est demain. Dans le meilleur des mondes. Je sorte un spectacle là. Et il faut que la personne qui s'occupe de la tournée, elle prévoit maintenant pour 2022-23. En attendant, elle propose ce spectacle-là. Ouais. Moi, dans 6 mois, le monde change tellement vite que j'ai d'autres choses à dire. Ce spectacle-là, et je le trouve bien, mais j'ai d'autres choses à dire. Donc, je vais créer un autre spectacle, en fait. Ouais. Et donc, je vais sortir tout ce qui rentre pas logiquement dans cette narration-là pour en créer une autre. Donc... écrivant beaucoup sur la société, sur l'actu, les changements de la société, etc. J'avais eu cette idée d'écrire sur les élections. J'ai eu cette idée ensuite d'écrire sur le monde Internet. Après, j'avais des idées en bordel, donc j'ai écrit un spectacle qui s'appelait En vrac, mais c'était aussi un peu sur des sujets de société que je pouvais pas rentrer dans le spectacle que j'étais en train de tourner. Ouais. Et voilà. Et ensuite, j'aime... Une fois que je sors des vannes et qu'elles fonctionnent et tout, ça me dérange pas de les jeter, de les donner. C'est pas... Et c'est cool, c'est-à-dire que tu as confiance aussi dans ta capacité à produire et écrire de nouvelles idées, de nouvelles blagues. Mais en fait, non, ça me fait peur aussi. C'est-à-dire que parfois, je trouve une très très bonne vanne et j'ai peur de jamais réussir à en trouver une aussi forte. Ouais, ça m'a déjà fait. Ouais. Ça m'a déjà fait. Je me dis, mais c'est vraiment bien, j'adore ça. Je suis au sommet de mon art, quoi. Peut-être, tu vois, tu te dis, peut-être que j'en retrouverai jamais des comme ça. Je pense que c'est un truc qui touche tous les créateurs, c'est tu fais un truc dont t'es fier, typiquement une très bonne blague, et tu te dis, et si c'était le meilleur de ce que je pouvais sortir, quoi. Et tu doutes de pouvoir revenir à ce niveau-là sur une prochaine. Il y a ça, mais le problème, c'est que il faut un peu se faire violence pour s'en débarrasser et chercher la nouvelle. Ouais. Se mettre en concurrence avec soi-même, en fait. Ouais. Et donc... avec mon metteur en scène, on a toujours eu cette philosophie de beaucoup jeter. Et maintenant, je jette moins parce que je maîtrise un peu mieux ce que je fais par rapport à mon ton et le public et tout. Mais il y a une période où je jetais énormément. Et je dois avoir 2 spectacles qui sont jamais sortis. Et le process, c'est quoi ? C'est genre, t'écris. Tu fais un test avec ton metteur en scène, t'en jettes, tu gardes, t'en jettes, c'est quoi ? Le process, il n'est pas très précis. Ouais. Parce qu'il change selon le contexte. C'est toujours le même metteur en scène que t'as ? Ouais, t'as un gars avec qui tu travailles tout le temps ? Ouais, Tierno, ouais. Le process, c'est j'écris des trucs. J'ai une idée. En fait, je pars d'un sujet, je développe le sujet avec des blagues. Ça me prend... Ça dépend, ça peut prendre très peu de temps, comme ça peut prendre énormément de temps.
Je vais l'essayer sur scène, je l'enregistre en audio, je le réessaye jusqu'à ce qu'il y ait un moment où je me dis, bon, ça peut fonctionner comme un sujet à part entière. Ouais. Là, je l'envoie à mon metteur en scène. D'accord. Parce que avant ça, c'est vraiment pas stable. Et à ce moment-là, on réaffine. Ouais. Voilà, et après, avec lui, on travaille aussi le rythme, l'ordre, parfois le déplacement, parfois un geste, un silence, voilà. Enfin, on arrive dans les dernières... Tu peaufines, polissage, quoi. Ouais, tu lisses. Mais sinon, il n'y a pas de process. Il y a parfois des vannes que j'ai trouvées sur le chemin en allant jouer. Ça peut être plus ou moins fulgurant, quoi. Exactement. Donc, tu sais pas quand est-ce que ça va venir. Tu sais pas quand est-ce que ça va pas venir. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de créer. C'est pas parce que ça vient pas qu'il faut s'arrêter de créer, quoi. Ouais, en gros, toi, ta responsabilité, c'est de répondre présent, d'être là, et parfois, il y a une fulgurance plus ou moins rapide. D'autres fois, t'es juste là, il se passe rien, quoi. Ouais, c'est assez bien dit, c'est ça. Être disponible... Disponible à la créativité. Ouais, disponible quand ça vient. Il y a vraiment des moments où je suis sec et d'autres moments où ça fonctionne bien. Et t'as des trucs qui viennent, au contraire, réalimenter ça? Où tu te dis, peut-être que toi, c'est, je sais pas, beaucoup l'actu, ce que tu lis, etc. Non, ouais, les livres réalimentent quand même. Les autres auteurs, et souvent, c'est des livres pas très marrants. Hein, tu disais que tu lisais beaucoup de philo? Ouais, la philo, c'est fort pour ça, parce que ça permet vraiment de prendre des distances avec des sujets et les traiter froidement, quoi. Ils sont très et l'humoriste, pour moi, est obligé de s'attaquer très froidement au sujet dont il parle. Ah, puis t'as une philosophie un peu... je trouve dans l'humour, t'as une philosophie un peu stoïque aussi de... Tu bides, tu repars, et puis Enfin, c'est le côté résilient aussi du truc, quoi. Ouais, il faut l'être. Ouais. Je pense. Oui, je suppose. Moi, c'est mon cas, mais je peux pas te dire si dans l'humour, c'est comme ça. Mais... Et tu disais aussi un truc de vachement... je sais plus comment tu l'as formulé il y a quelques minutes, mais c'est un peu un fight avec toi-même, de repousser ta limite personnelle pour aller chercher des meilleures blagues. Et t'as un truc aussi de... Tu vois, tu parlais du break, où tu te nourrissais vachement de l'adversité. Tu sais, t'as le côté duel, etc. C'est un truc qui... T'as un côté un peu en toi revanchard de ok, je me défonce, je me déboîte pour arriver à repousser ma limite de ce que je sais faire et de mon niveau de travail. Oui, parce que je pense que mon énergie vient de la colère. Ah ouais? Ouais. Enfin, les sujets dont je parle, c'est des sujets... Genre que ça t'énerve. Ouais, c'est des sujets qui m'énervent. C'est ça qui t'alimente. C'est des choses qui m'énervent. Ok. En général, je sais pas, c'est des choses que je trouve bêtes ou mal traitées dans les injustices dans la société ou ça peut être des injustices, ça peut être des débats qui sont totalement stériles parce que on n'entend qu'une seule voix ou voilà. Donc en général, ça vient de la colère. Ça me donne envie en effet de déconstruire ces sujets pour les reconstruire différemment, en m'en moquant et en me donnant l'impression qu'on peut être plus fort que ça, ou qu'on peut être plus intelligent que ça, ou, voilà. Ouais. Et le fait de le partager à un public, c'est aussi, ça me rassure que d'autres gens comprennent ce que je veux dire quand je parle de ça, quoi. Ouais, je comprends. Et je trouve que quand on regarde un peu à l'instant T, tu vois, il y a eu beaucoup de spectacles, Pasquinade. Je crois que tu as fait une marque de vêtements aussi qui s'appelle... Bon, c'est pas vraiment une marque de vêtements, c'est un délire. Ouais, voilà, ton délire. Mais j'ai l'impression que tu vas quand même sur plusieurs fronts avec pas mal de trucs différents. Est-ce que tu as Est-ce que c'est quoi qui t'anime derrière? C'est genre juste le plaisir de faire des trucs, ou t'as une ambition personnelle de te dire il faut que j'aille creuser plein de sujets parce que ça me parle et que j'ai des choses à prouver, ou c'est... Non, comment tu l'analyses, toi? C'est des choses qui m'amusent. Ouais. Quand je mets sur un t-shirt, c'est en Essonne et ça me fait rire. Ouais. C'est vraiment le plaisir. Je vais pas lancer une marque de vêtements, je suis pas styliste. Non, c'est juste... voilà, ça me fait marrer. Il y a des trucs qui ont fait des flops aussi. J'avais fait les inédits d'En Vrac, des audios inédits d'En Vrac que j'ai mis sur un vinyle. J'ai pas du tout fait la com et tout. Il y a 15 mecs. J'ai 400 vinyles dans mon garage. C'est un flop total. Mais ça me faisait marrer de faire un vinyle. Parce qu'en fait, les humoristes avant, dans les années 80, ils sortaient des disques.
T'avais le disque de Coluche, le disque de Likaku, tu vois. Et j'ai sorti un vinyle, ça fonctionne pas du tout. Et du coup, c'est plus des choses ça me fait marrer de le faire. Ça me fait marrer de faire la tournée des barbecues. C'est des trucs qui ça m'amuse, quoi. Ouais, si ça prend et tu te dis, je suis pas le seul à en rigoler, parfait. Ouais, et puis il y a un côté un petit peu... Moi, j'aime beaucoup les trolls, quoi. Ouais. Moi, je suis pas un troll parce que je suis officiel. Mais si j'étais pas officiel, je serais un troll. Je suis pas un troll parce que je suis officiel. Mais non, mais tu vois, ça me fait marrer de troller. Ça me fait marrer de la tournée des barbecues, c'est vraiment un truc un peu... c'est de la dérision, c'est à la fois de la dérision, à la fois de l'amour de la France, de faire des barbecues chez les gens. Mais c'est... Tu vois, tu parles du troll, et t'as un truc aussi de... tu vois, quand je suis allé sur ton site, t'arrives, c'est marqué... en gros, je kiffe bouleverser les règles, tu vois. T'as ce truc un peu, j'ai l'impression, chez toi, de se dire, ok, volontairement ou non, tu vois, je vais chercher dans la typique un peu, des trucs qui cassent un peu le code naturel du truc, en mode, la tournée des barbecues, on fait pas ça, tout le monde fait pas ça, tu vois. Non, mais voilà, mais la tournée des barbecues, c'était aussi pour troller l'humour, en général. C'était pour dire... Les gens qui se prennent au sérieux un peu. Ouais, on se la pète trop avec l'humour. Il y a un peu un côté humoriste tarifié et tout ça, alors que c'est tellement simple de faire des blagues. Je dis pas que c'est simple au niveau, mais c'est accessible à tout le monde. Il suffit de prendre un micro et de réunir un peu plus de monde que toi t'es sur scène, donc un public de 2 ou 3, tu peux déjà faire des blagues. Donc, des enfants dans la rue. Donc je voulais un peu désacraliser ce truc et j'avais envie de désacraliser ce statut ça y est, t'es connu et tu vas jouer que sur scène et moi ça me fait rire, moi, et en plus jouer devant 6 personnes, c'est beaucoup plus compliqué que de jouer devant 1000 personnes. C'est clair. C'est 1000 fois plus compliqué. Mais voilà, moi ça me faisait marrer de prendre ce contre-pied de tout ce côté télé, de l'humour qui est en train de monter, le côté Netflix et tout, ce qui est très bien, je suis très content, mais moi je serais très content qu'on considère aussi l'humour comme quelque chose qui peut être non professionnel, qu'on puisse pratiquer en amateur, comme on fait du théâtre en amateur dans une MJC au fin fond de la France. Et ça, c'est génial, je trouve, que des gens montent des associations de théâtre et fassent un spectacle en fin d'année, ils aient leur taf à côté et qu'ils montrent ça à leur famille et tout. Et peut-être que ça leur fait des sensations qui sont humaines, qui sont extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 personnes. Il suffit de tables en formica, enfin de chaises en formica. Voilà. T'as dit le bon mot, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des trucs sur lesquels tu cherches à prendre le contre-pied, quoi. C'est en gros t'as presque un truc de remettre le cadre à sa place quand les gens, je sais pas, par exemple la télé qui va avoir cette position de la télé et tout, qui se prend très au sérieux, etc. Ouais. Toi, tu vas dire, ok, on va casser ça, on va juste remettre les choses à leur place telles qu'elles sont. C'est juste des mecs qui sont derrière une caméra, quoi. Et c'est pas, c'est pas ça. plus que ça. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, c'est pas si compliqué, c'est simple en fait. Et je le pense toujours, mais enfin, je pense que la plupart des gens qui pratiquent un art. Quand ils sont devant leur feuille et tout, ils sont dans un rapport très simple. C'est toi et ton bureau. Il n'y a pas 10 000 assistants, il n'y a pas... Tu vois, tout ça, c'est le mec qui passe un sa décorum, feuille, quoi. C'est un décorum. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de casser un peu ce décorum, de revenir à ça, quoi. Revenir aux choses simples. Et d'ailleurs, la première fois qu'on s'est eu là autour de Noël pour discuter de l'interview, tu m'avais dit, il y a un truc qui s'est passé au moment du confinement, qui était un peu revenir à la posture du débutant, tu vois. Ça t'avait permis de revenir à ça, à des choses simples et en mode genre, pas je repars à zéro, parce que bien sûr, il y a des trucs qui sont passés avant, mais de revenir à, ok, c'est quoi mes basiques, comment je travaille, qu'est-ce que je fais. T'as eu ça un peu de... Oui, j'ai eu ça. En fait, j'ai essayé d'écrire d'autres choses. Et donc, j'ai écrit ce livre de pensée, de fausses pensées, là, de fausses philosophies. Ça m'a remis dans une position totalement de débutant parce que je retravaillais l'écriture avec une forme différente, une forme qui allait être lue, qui allait être figée surtout, parce que quand tu es sur scène, tu peux ne pas la figer, tu peux la dire différemment chaque soir, selon comment le public est.
Tout un autre style, quoi. Exactement, et c'était très difficile. En fait, c'était pas très difficile à l'écriture, c'était très difficile à la relecture, parce que en relisant, je trouvais ça absolument nul. Ouais. Et T'as pas les repères que t'as après. non, et heureusement, j'avais mon éditrice qui était très présente et qui m'a aiguillé et qui m'a aidé à faire des choix et tout. Et après, ça est devenu un peu plus digeste. Mais ouais, c'était compliqué. En même temps, c'est un plaisir de passer par là. C'est comme je suppose, ceux qui font un trail, le trail du Mont Blanc. C'est pas parce qu'ils l'ont fait une fois que quand ils le refont 4 ans après, ils revivent pas des sensations différentes, quoi. Mais ouais, ça m'a mis une petite claque quand même. Ouais. J'ai l'impression que t'as eu un truc de ok, c'est pas ce que je fais d'habitude. Du coup, je suis en mode un peu plic-ploc, tu vois, en mode je creuse et j'ai pas encore de repères. Mais par contre, t'avais quand même cette volonté de dire je vais aller creuser un tout autre truc que ce que je fais d'habitude, quoi. J'ai pas eu la volonté particulière. C'est venu de quoi ? Alors typiquement, je l'ai fait parce qu'en fait j'avais des pensées ouais. que j'avais envie d'exploiter à l'écrit, que j'avais envie de développer comme ça parce que j'avais envie de, je sais pas, je les sentais pas les faire sur scène parce que je trouve qu'elles s'inscrivaient pas dans le parler, elles s'inscrivaient dans l'écrit, qu'il fallait prendre parfois un peu de temps pour revenir dessus. Donc, je l'ai trouvé bien à l'écrit. J'ai proposé à cette éditrice de le faire. On l'a fait, mais je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être facile. Ouais. Je me suis dit, bah voilà, c'est l'écriture, quoi. Et en fait, j'ai découvert après que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Je ne me suis pas lancé particulièrement un défi, mais j'avais quand même la volonté de formaliser un livre pour me dire, ok, c'est comme ça qu'on écrit un livre. J'avais envie de faire cet exercice-là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur, mais j'avais envie quand même de... J'étais attiré par cette forme-là, parce que j'en lis, et que je suis un peu impressionné par la littérature. Ce que j'ai fait, c'est pas la littérature, mais ça ressemble aux prémices d'un travail littéraire. Ouais, je comprends. C'est quoi tes références philo un peu que t'aimes bien ? Oh, il y en a plein. S'il y en avait 2-3 que t'estimes beaucoup et qui même t'alimentent dans ton quotidien ? Bah, Sioran, j'aime beaucoup. C'est un mec hyper dépressif, hyper triste, mais en même temps marrant dans sa conscience de ce qu'il est. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver de Lichtenberg. Je connais pas du tout. C'est un philosophe pas du tout connu en allemand qui a inspiré Goethe, que j'ai pas lu d'ailleurs, mais qui est marrant aussi. Il a une espèce de vivacité d'esprit sympa, quoi. J'ai accédé à la philosophie par Schopenhauer. Okay. Hannah Arendt, j'aimerais plus lire ce qu'elle a fait. J'ai lu dans Hannah Arendt. Ouais, j'ai lu un livre. La banalité du mal, c'est. Bah, j'ai lu ce truc, putain, le procès Eichmann, qui est un peu la base de cette réflexion sur la banalité du mal. Mais c'est très fort, les positions qu'elle prend, elles sont hyper fortes. Surtout au moment où c'est sorti. Énormément de courage, énormément de lucidité. C'est ouf, quoi, c'est fou. Moi, quand je lis ça, je me sens tout petit. Et ça me permet, moi, de me dire que... En fait, j'aime beaucoup être impressionné, quoi. J'aime beaucoup regarder des trucs et être impressionné par ce que font d'autres gens. Ouais. Et c'est un vrai plaisir de voir des gens impressionnants. Ouais. Ouais. Et si tu regardes là dans ton année 2020 ou même début 2021, c'est quoi les trucs qui t'ont impressionné et où tu t'es dit putain là il y a Iseut. Ok. La chanteuse Iseut, franchement, elle m'a mis une bonne claque. Ouais. À la fois dans les paroles, la voix, l'esprit, ce qui est dégagé, tout ça, je trouve que c'est un alignement parfait. J'adore voir des gens qui ont un alignement parfait dans ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à la bonne place, avec la bonne voix, le bon ton, le bon propos, tout ça, quand c'est bien tout mis. C'est un truc que je trouve dans ces moments-là où quand ton alignement il est vraiment genre intérieur, genre t'es tellement naturel et à ta place que t'as un truc qui se dégage aussi de vivant. Ouais, un truc puissant, un truc on a l'impression que t'es intouchable. Ouais, elle m'a beaucoup marqué. Après, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a
pendant le premier confinement, j'ai regardé des trucs. J'ai regardé Barry, une série qui est ouf, qui est très très drôle. Et ça m'a aussi fait... Ça m'a donné envie d'écrire des séries, carrément. Ok. Alors qu'à la base, je suis pas du tout série en plus, j'aime pas Tu trop. vois, par contre, c'est marrant ce que tu dis. J'ai l'impression que tu te nourris de ce côté aussi. Il y a des choses qui m'impressionnent et ça me parle, du coup, je suis un peu genre ébahi et ça me. Voilà, il y a un truc. Et ensuite, ça t'inspire aussi à te dire, ok, et si j'allais creuser soit ce genre de format, soit ce genre de truc, tu vois, peut-être que tu vois, dans la philosophie, il y a des trucs qui t'ont ébahi. Tu te dis, bah pourquoi j'irais pas aussi moi-même j'ai des pensées qui viennent, etc. Pourquoi j'en ferais pas un livre? Et en fait, tu pourras avoir, même dans les futures années, je sais pas si c'est des trucs que tu conscientises déjà, mais d'autres formats d'expression. Je vais pas faire d'opéra comme Iset, mais... Je te verrais bien. Non, mais oui, bien sûr, mais c'est aussi inspirant pour ce que tu fais. Il y a des ponts, quoi. Enfin, ça nourrit ton tout est un peu activité lié, principale. quoi. Tout est un peu lié. La musicalité est liée à comment tu parles. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans lesquelles tu parles. La narration aussi. Il y a plein de choses qui sont liées. Donc tu peux toujours trouver de l'inspiration, mais dans n'importe quoi. Hein. Tu peux trouver de l'inspiration sur une aire d'autoroute. Hein. Moi, je pense vraiment que... Tu crois beaucoup aux toilettes de l'aire d'autoroute? Ben, carrément. Non, mais en vrai, oui. Mais je trouve que c'est pour de vrai, on peut... Non, mais je trouve que c'est un endroit très inspirant. C'est quotidien, quand même un endroit où il y a toutes les classes sociales qui se croisent. C'est rare. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la société où t'as tout le monde qui peut se croiser. Des jeunes qui partent en vacances, comme le mec en Porsche Cayenne, célibataire en Porsche Cayenne. Je vais te dire une phrase qui m'a beaucoup marqué dans les interviews de cette semaine, qui pour moi est une phrase qui va beaucoup changer ma perspective des choses dans les prochains temps. Une personne qui m'a dit « l'intime est universel ». Et tu vois, on parle des toilettes d'autoroute, c'est un truc, hyper intime, ou c'est un truc, mais qu'on a tous connu, tu vois. Et du coup, qui le rend aussi parlant à tout le monde, quoi. Bien sûr. Mais enfin, tout est inspirant. Il y a rien de... Je trouve que tout peut susciter la curiosité. Et c'est ça qui est bien, je trouve. En tout cas, c'est pour ça pour moi, qu'il est important de s'intéresser à plein de choses et à plein de gens, et quel que soit le niveau des gens. Et voilà. T'as un truc qui, parfois, je trouvais assez marquant. Quand tu t'intéresses à plein de trucs, tu vas avoir parfois un croisement de plusieurs chemins, tu vois, qui vont un peu constituer, par exemple, je sais pas, t'es fan de foot, plus t'es fan de politique, plus t'es fan de rap, tac, ça mélange et ça fait un peu ton monopole personnel que personne peut faire comme toi parce que c'est ton propre croisement. Ouais. Et ça, t'as vraiment un truc de... je pense que ça peut être une clé pour essayer de trouver ton style dans ton art, quoi que tu fasses, parce que ça va être des croisements qui sont tellement uniques et propres à toi-même que t'es le seul à pouvoir incarner ça et il y a un truc à aller creuser là-dessus, quoi. C'est sûr que tu seras meilleur dans ce que t'aimes. Donc autant s'intéresser... autant travailler sur les sujets que t'aimes et que tu connais bien et ça serait pas douloureux de t'y intéresser. Ouais. Par exemple, moi je suis un mythique à la mode. Pourtant beau gosse là, ça va. Je peux pas te... c'est la tenue acupuncteur, ça. Non, c'est des gens extérieurs qui me... Non, mais c'est pas que c'est pas que j'aime pas bien m'habiller, mais c'est juste que je peux pas te parler de mode. Je sais pas, j'ai aucune notion, mais ça m'intéresse pas. Et donc je vais pas aller lire des articles de mode, je peux pas. Donc voilà, mais après parfois, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi tu parles pas plus de toi ou tu parles pas plus de ta vie intime et tout. Ça m'intéresse pas tellement. Ça t'alimente pas. Non, je sais pas quoi dire. Fine, très bien. Non, mais voilà, enfin... Ouais, et puis comme tu dis, il faut aller vers ce qui t'alimente, le truc voilà, qui te parle. Voilà, il y a des trucs qui m'intéressent pas, quoi. Ouais. Et même une discussion où je parle de moi, ça m'intéresse pas. Ouais, moi j'essaie mais ça m'intéresse même pas de parler de toi, en fait. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle de trucs. Ouais, de trucs qui peuvent aider. Mais il y a beaucoup de conversations comme ça où tu vois les gens qui parlent d'eux mutuellement. Ouais, toi, t'es pas dans la logique un but de lui-même qui ça va parler ça m'ennuie. Mais peut-être que je suis un but de moi-même quand même. Mais... Non, attends. Non, mais je sais pas. Je le sentirais. Mais peu importe. Mais je dis pas que ces gens-là sont un but d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont besoin de parler d'eux. Mais moi, je trouve que... Voilà, Ouais. Est-ce que t'as... Je réfléchis pas mal à ça, tu vois. Est-ce qu'il y a des actions quotidiennes ou des trucs que tu t'appliques à faire dans ton quotidien pour progresser dans ton art, dans ce que tu fais? Tu vois, des formes de... prendre l'air, des choses que tout le monde fait. Hein. Ouais.
C'est des choses dont tout le monde a besoin. T'as besoin d'aller un moment dehors. Ouais. Moi, j'aime bien marcher. Mais je me force pas à marcher. Je marche parce que j'ai envie de marcher. Je sais que je trouve des idées en marchant. Mais si je trouve pas d'idées, c'est pas grave. continuera à exister. Oui. Même si j'arrête totalement de créer quoi que ce soit, j'irai marcher quand même. J'aime bien marcher. J'aime bien... T'asseoir à ton bureau et écrire tous les jours. Oui, mais bien sûr, il faut s'asseoir à son bureau. J'en discutais la dernière fois avec mon metteur en scène qui se met à l'écriture et ça fait longtemps que je lui dis achète-toi un PC et mets-toi assis à ta table. Et il l'a fait récemment, il m'a dit c'est vrai que ça change tout dans le processus de travail. Mais je dis pas que tu trouves plus d'idées, ça je sais pas si c'est un facteur ou pas, mais en tout cas se mettre en position de travail dans une logique de travail, ça contribue, je pense, à avancer, quoi. Ouais, t'as un conditionnement. Oui, même si tu trouves pas d'idées, au moins tu y es et tu cherches. C'est pas une fatalité de pas trouver d'idées, mais ce qui est une fatalité, c'est de ne pas en chercher, quoi. En fait, on fait que de la recherche. Si on trouve des idées, tant mieux, mais sinon, on passe notre temps à explorer, quoi. Ouais. Donc, et ça, explorer, c'est une action concrète. C'est pas attendre que l'info vienne, quoi. Ouais, c'est être présent pour ça, quoi. Ouais, voilà, exactement. Cool. On se fait une petite pause ludique. Ok. Haroun, est-ce que tu faisais un peu de Lego quand t'étais plus jeune? Oui. C'était moins coloré, moins bigarré. Bah ouais, c'est les nouvelles beaucoup collections plus, Lego là qui sont sorties un peu plus. Tu sais, moi je les ai achetés, c'était dans des petits sacs, donc un peu en. Ah oui, c'est Et vraiment des Lego Ouais, il y a des côtés. au un peu- hasard. Tu un les peu achètes au camailleux. hasard. Quoi? Tu les achètes au hasard. Ouais. C'est pas En genre. gros, t'achètes un paquet t'as de eu, 1500 pièces et t'as 12 couleurs différentes et il y a plein de petites pièces différentes. D'accord. Voilà. Mais du Ok. coup, là, c'est tout mélangé, on a l'impression que c'est Ok. vraiment nawak. Ce que je te propose, c'est je te pose une question et Ouais. j'aimerais que tu y répondes en construisant un truc en Lego et en nous racontant l'histoire. D'accord. On parlait tout à l'heure un peu de l'entourage et comment ça nous aidait à avancer aussi sur nos chemins de créateurs. Mhm. Et je voulais savoir s'il y avait une rencontre dans ton parcours de créateur, qui a vraiment changé la donne pour toi, tu vois. Genre une personne qui a eu beaucoup d'influence positive pour t'aider à avancer, à devenir ce que tu es aujourd'hui. Donc je te réponds en Lego. Ouais, tu peux me raconter la personne aussi en même temps. Et en Lego, essayer de créer, Mais attends. construire un signe distinctif, un truc qui représente cette personne pour toi. Ok. Alors attends, je regarde parce que. Et je peux être ton assistant là-dessus. Hein. Si tu veux des couleurs en particulier, je t'aide à... Ok. Je sens que ça part en voiture là. Bah ouais, mais je sais pas comment du tout elle se fixe cette roue. Il y a un essieu à ça ou pas? Bah je sais pas. Bonne question. Ouais, il y a des petits essieux là, regarde. C'est ça? Je pense, non? Ça se met à l'intérieur du pneu. Nickel. Ouais. Et après. Tu veux une deuxième roue ou pas? Bah non, mais après il faudrait les. De quoi les attacher quoi. Ouais. Regarde, on n'a pas un truc comme ça à faire là? On est sur un gros niveau là. Bah non. Ouais, ça Non, marche c'est pas. ça. Bon. Écoute. Vas-y, raconte-moi, mime-moi si tu veux avec, Ils ont pas prévu le truc. avec ta roue. Je cherche voir s'il y aurait un truc qui fait un peu essieu de voiture. Peut-être ça. Hein? Ouais. Si. Ouais. Bon, écoute, tant pis. Vas-y. Il n'y a pas de bus. Ok, bah raconte-moi le. mime- Bah en fait, c'est dans un bus. Moi, j'étais avec ma femme. Ouais. Bah, attends, du coup, je vais quand même essayer de. Attends. C'est nul, j'arrive pas à trouver les trucs pour que. Bon, c'est pas grave. Sinon, imagine là, tu vois, tu mets. On va essayer d'imaginer le truc au-dessus de la roue. Ouais. Marrant ça. Ils auraient dû faire des roues prémontées quand même. Ouais. Parce
que vraiment, là, on s'en sort pas, là. Vraiment, les Lego... C'est les aléas du direct. Ouais. Et Je voulais grave construire un véhicule. Parce qu'après, c'est trop bien quand tu fais un véhicule. Après, tu peux jouer avec, tu peux rouler. Ah, regarde, j'ai le truc. Parfait. Mais Voilà. oui. On en a trouvé 1 sur 2. D'accord. Excellent. Et autre essieu. J'essaie Hop, on avance. J'essaie de servir à quelque chose quand même. Est-ce qu'on va trouver un deuxième essieu? Merveilleux. Hop, il Excellent. n'y a plus qu'à trouver les jantes. Une ici, Encore une jante. et on va y arriver. Hein. Et voilà, la dernière. Ah, je suis fier de moi Magnifique. Magnifique. Excellent. là. Donc, tac. Bim. Bam. Et boum. ils ont tout prévu, hein. Comme quoi. Bah ouais. pas si merdique. franchement, C'est bien fait. C'est magnifique. Alors, ensuite, on va quand même prendre une base. C'est ça que je trouve fort avec Lego, c'est que là, tu pars d'un truc, on a ni modèle ni rien, et t'arrives à trouver un truc vraiment cool à faire, quoi. Genre, pour le coup, ça, c'est de la créativité avec zéro truc, quoi. Ouais, c'est clair. Non, on va pas faire ça. On va faire un bus quand même. Tu veux un Haroun un peu avec des yeux? Hein? Je veux bien ça. Ça. Ouais. Là, comme ça. Hop. Et rigole pas, hein. Je suppose qu'il n'y a pas de bonhomme. T'es la première personne qui utilise des roues. Non, les bonhommes, il n'y en a pas. C'est à toi de l'imaginer ou de le faire. Ok. C'est une tête de bonhomme si tu veux. Hein? Je peux essayer de te faire un bonhomme. Non, mais je crois que je vais le faire différemment. Attends. Je vais faire ça quand même. Ils étaient pas si moches les bus. Regarde, c'est pas mal ça comme bonhomme. C'est un bonhomme? Non, pas ouf. Désolé. Je prends pas. Aïe. Regarde, c'est mieux comme ça, non? Ça te parle Hein? Presque, ouais, c'est pas mal. Alors, regarde, là déjà on a quelque chose. pas? Ouais. Voilà. Ah, ça a de la gueule, hein? Bon, on va dire que c'est un bus. Ouais. Et on va mettre... Tiens, on va mettre du rose, parce que c'était à Toulouse. Ok. Comme on dit la ville rose, on va mettre du rose. Tiens. C'est pas comme la ville rose, c'est une ville pour les filles. Toulouse, c'est une ville pour les filles. Pourquoi on appelle Toulouse la ville rose? Parce qu'il y a beaucoup de briques. D'ailleurs, c'est une brique Ouais. plutôt rouge-orangée. Ils auraient dû dire la ville... rouge-orangée, ils auraient dû dire. Ça claque moins direct, hein? Hein? Ça claque moins. Ouais, mais bon, c'est plus exact. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. C'est Ok. bon. Là, c'est bien. Très bien, Voilà. c'est impressionnant même. Et là, dans ce bus, il y a moi et ma femme. Ouais. Ça, c'est C'est un bus de ville? c'est ma femme. Oui, c'est un bus de ville. Et ça, c'est WAM. Ouais. Et je raconte à ma femme une idée que j'ai eue de sketch parce qu'il y avait des problèmes avec la copropriété. Ouais. Et j'avais écrit un truc. Et je lui raconte... Enfin, non, j'avais pas écrit un truc. Je lui raconte le truc. Vous étiez déjà marié à l'époque? Ouais. Peu importe. Ouais, ok. Et je lui raconte une idée que j'ai de sketch sur la copropriété. Et on rigole dans le bus. Et elle me dit, il faut absolument que tu le fasses sur scène. Et donc, en rentrant, je l'ai écrit. Et elle m'a encouragé. Elle m'a même réservé une place sur une scène ouverte à Toulouse. Et je suis allé faire le sketch. J'ai joué une scène ouverte où ça n'a pas du tout fonctionné. Pas du tout. Nul. Et en sortant, elle a dit, ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Elle a pas dit c'est parce que c'était pas bien ce que tu as fait. Donc, à partir de là, c'est elle qui m'a aidé à monter sur scène, à réserver les salles. Elle a fait la régie, elle a fait plein de choses. Et aujourd'hui, c'est ma productrice. Génial. Voilà. Et donc, ça part. Si j'avais pas eu ma femme derrière, je pense que j'aurais pas du tout fait ça. C'est géant.
C'est genre. Et c'est pas un rose de fille, c'est le rose de la ville rose. Je préfère bien sûr. préciser parce que les gens ils vont dire Sexisme, machin. Ouais, sexisme. Mm. Non. C'est Ok. ce qui est plutôt, d'ailleurs, on aurait plutôt dû mettre ça et ça ou ça. Mais ça, pour Toulouse, ça c'est rose. Ouais. Ouais. Comme quoi, ils sont créatifs. Hein. En vrai, je trouve que c'est une belle histoire et t'as un truc aussi de. On n'en parle pas beaucoup, tu vois, de cet entourage, mais il est trop important, quoi. On a besoin aussi de ça pour. Oui, pour carrément. Et c'est mieux qu'il soit solide. Et ça sert à rien d'avoir un entourage nombreux, mais Ouais, un entourage des solide. gens sûrs sur qui tu peux compter, Exactement. c'est important. Et surtout des gens qui te disent la vérité. Ouais. Parce que quand l'entourage arrive après, il te dit pas vraiment la vérité. Moi, J'ai l'impression que ça devient flatteur après et plus sincère. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. C'est Il y a cool. très peu de recul. Si t'as eu ces personnes sûres comme ta femme dès le départ, ben, Et mon metteur cool. en scène, qui est un ami d'enfance aussi. Ouais. Avec qui je faisais de la danse et tout. Et voilà, ouais. Sans ces deux-là, j'aurais pas pu faire. Tu vas mettre des ailes au bus. bus magique là après. Hein. Parce que à Toulouse, il y a Airbus. Puis après, il a bien fallu partir de Toulouse. C'est une blague, Airbus. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi? Pour en faire une blague. Excellent. Mais Cool. pas encore. Écoute, belle histoire. Merci Franchement, je pense que tu fais partie des gens qui ont ça de la gueule, quoi. T'as vu? On est Nickel. sur. Mais non, mais j'ai des années de pratique en Lego. Ouais. Ça m'étonne pas, ça se voit. Ouais. Pour cette troisième partie, je fais un truc qui va peut-être te déplaire parce que tu me dis que t'aimes pas trop parler de toi, etc. Ouais. Donc on va le faire bien, on va le faire intelligemment. Mais la troisième partie, elle est un peu plus intimiste et j'appelle ça un peu à cœur ouvert. Et pour vraiment être concentré sur ce qu'on a à l'intérieur, j'ai préparé des petits bandeaux et on va se bander les yeux. Ok. Je regarde ta réaction. Hop. Et donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la voix de l'autre et d'avoir un truc un peu plus à cœur ouvert. Je vais le mettre sans les lunettes alors. Bah, c'est mieux. Si tu serres, en fait, ça risque de casser tes lunettes. Donc c'est peut-être mieux sans lunettes. Ça va, t'es confortable? Ouais, ça va. Cool. On va quand même essayer d'aller creuser des trucs un peu plus intimes, même si tu m'as dit qu'au début, moi je suis nul sur l'intime, c'est pas mon truc et tout. Mais ça m'intéresse quand même d'aller creuser avec toi, parce que je trouve que même quand on parle pas souvent de ces sujets, il y a toujours des trucs dans nos processus créatifs qui sont aussi de l'ordre de l'intérieur, énormément. Quand toi t'écris, quand tu prépares tes spectacles, est-ce qu'il y a des trucs qui te font douter énormément ou qui te font peur dans ta préparation en vue de ta création? Alors oui, ce qui me fait peur, c'est de pas être juste et de pas être juste. C'est-à-dire que d'oublier. C'est pas très précis. Attends, j'essaie de réfléchir. Bon, en fait, si tu veux, c'est de me tromper sur un terme ou d'oublier quelque chose qui doit être traité dans la problématique. Par exemple, un jour, j'ai fait une blague où j'ai confondu la schizophrénie et le dédoublement de personnalité. Mhm. Et ça m'a beaucoup dérangé pour les personnes schizophrènes ou souffrant de dédoublement de personnalité. Et il faut que je sois bien juste quand je parle de ces sujets-là, parce qu'il faut que je puisse être irréprochable dans les termes et ne pas... enfin, au moins m'être assez renseigné pour que tout le monde se sente inclus. Parce que la peur derrière ça, c'est t'as peur de blesser, t'as peur d'être à côté de la plaque, d'être... Bah, c'est pas ça, c'est que si tu n'utilises pas les bons termes, si t'es pas précis, est-ce que tu as vraiment le droit de traiter ce sujet-là? Ouais. Ça veut dire que tu t'es pas assez renseigné et ça veut dire que j'ai pas bien fait mon travail d'être prêt au préalable, d'être pour être bien sur scène. renseigné sur un sujet pour en parler, quoi. Et est-ce que tu dirais que, genre aujourd'hui, quand tu fais tes préparations, etc., et que t'écris, il y a des choses qui te font, sur lesquelles tu doutes, ou au contraire, tu as pris tellement de bouteilles et d'expérience au fur et à mesure des années et des plateaux, etc., pour aujourd'hui être genre hyper serein dans ton art? Pour l'humour, je suis maintenant assez serein. C'est peut-être un tort, mais... Enfin, assez Y a serein, rien qui te non, fait douter oui et non, parce que maintenant j'essaie de développer des sujets un peu plus longs, un peu plus profonds,
Ouais. L'influence de la philosophie fait que j'ai envie d'aller dans des méandres de la pensée, de traiter de sujets un peu plus compliqués. Donc parfois, j'y arrive pas forcément parce qu'on a la contrainte de faire rire et cette contrainte-là fait qu'il y a certains sujets que tu n'arrives pas à traiter parce que pendant trop longtemps, tu fais pas rire. Si tu fais pas assez rire sur scène pendant trop longtemps, tu perds en rythme et après, il faut raccrocher les gens, enfin, faut les redynamiser, tout ça. Donc, plus compliqué. Donc, c'est ces doutes-là. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont pas trop compliqués pour être traités par le rire? Voilà. Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce que ces sujets-là, j'étais pas encore assez à l'aise avec dans la réflexion pour réussir à avoir un rythme de rire suffisant pour faire un spectacle spectaculaire. Parce qu'il faut que ça reste spectaculaire quand même. Et tu vois, typiquement, on parlait de ton livre tout à l'heure. C'est au contraire un truc sur lequel tu as eu des moments de doute, en mode genre, mais qu'est-ce que je fous, mais... Oui, oui. Ouais. Oui, la plus que première sur relecture, elle est très douloureuse. Ouais. Première relecture, je me dis, c'est pas possible. Et tu doutes de quoi dans ces moments-là? De comment ça va être reçu par le public? Comment ça va être... comment... Genre, tu doutes d'être capable de créer un truc cool à la fin? Juste la qualité. Tu doutes de ton écriture. C'est mal écrit au début. Ouais. C'est mal écrit, donc c'est pas précis, donc ça traîne. Donc c'est pas tellement le public, c'est moi, quand je me relis, j'essaie de m'auto-critiquer, je trouve que en tant que lecteur, si je lisais ça, je trouverais ça pas bien. Je comprends. Après, il y a peut-être des gens qui auraient trouvé ça bien quand même, mais il y a tout type de lecteurs, c'est pas un problème. Mais il y a peut-être des gens qui trouvent pas bien ce que j'ai fait, et que j'ai sorti aujourd'hui. C'est pas le problème. Le problème, c'est que toi, tu sois fier au moins de ce que tu fais pour que tu sortes sans en rougir. Et si tu regardes un peu tous les trucs que tu as sortis au fur et à mesure des années, Mhm. est-ce qu'il y a certains projets dont tu es plus fier que d'autres? Il y a des trucs où, si je te dis fierté, là, il y a un projet en particulier qui ressort où tu te dis, putain, ça, j'ai quand même mis les tripes. Bah, là, on joue pas en ce moment. J'avais commencé les rodages du prochain spectacle. Ouais. Et le prochain spectacle, je trouve qu'il est plus abouti que les autres. Ok. Je trouve qu'il est plus... Comment tu juges ça? Comment tu fais pour déterminer, ouais, là, il y a un truc... Parce que j'ai réussi à traiter les sujets comme je voulais. Et j'ai pas eu beaucoup de concessions à faire. Et c'est ça qui... En fait, je voulais un peu approfondir mes pensées et je voulais pas que ce soit un enchaînement de vannes. Et là, j'ai réussi sur certains moments à trouver à la fois l'approfondissement de la pensée et à la fois le rythme, ce dont je te parlais juste avant. Mais en gros, voilà, il y a des sujets qui sont parfois durs à développer en rire. Et là, parfois, j'ai réussi. Je suis pas encore il me restera toujours de toute façon à progresser. Mais au moins, dans ce spectacle-là, j'ai réussi à concrétiser un peu ce que je voulais faire. Ça, je trouve ça super fort. Est-ce que tu trouves que c'est parce que tu as, au fur et à mesure des années, progressé, tu t'es amélioré, qu'aujourd'hui, tu arrives à faire ces trucs-là de manière plus aboutie? Genre, oui, complètement. genre, tu vois, ça me fait penser un peu à... Je sais pas, quand tu sais, le film Avatar était sorti, James Cameron, je crois j'ai entendu une interview où il disait bah, je le sors maintenant, parce que seulement maintenant, je suis en mesure de réaliser avec mes compétences et les compétences techniques qui existent, quelque chose qui est à la hauteur de ce que j'imaginais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis aussi. C'est, je suis fier de ce futur spectacle, parce que j'ai réussi à aboutir des sujets que, auparavant, mon niveau ne m'aurait pas permis de faire comme je l'imaginais, quoi. Bah oui, il y a de ça, il y a le fait de peaufiner sa technique et d'arriver à un moment où ta technique est de plus en plus en adéquation avec ta pensée. C'est comme quand tu fais du dessin et que tu arrives à reproduire ce que tu imagines. Au début, ton trait, il est pas précis, tu sais pas trop où tu vas, et puis au final, tu vois que ce que tu as voulu faire, c'était pas du tout ça, et tu te dis, je suis nul en dessin. Puis à force de travailler, bah, tu arrives à faire ce à quoi tu penses, tu arrives à le reproduire
sur le papier. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment exprimer des choses. Et plus tu vas être précis, plus tu vas pouvoir aller profondément dans le fond de ta pensée pour le sortir sur le papier. Là, c'est la même chose avec l'écriture, je pense. Ouais, je comprends tout à fait. Et tu disais tout à l'heure, je crois que c'était juste avant qu'on commence l'interview, un peu en off, que tu avais peur d'avoir un peu déjà sorti ta meilleure vanne, tu vois. Ouais. Du coup, ça va plutôt te rassurer, ce côté. En fait, je sais que dans le temps, je progresse aussi. La qualité de ce que j'arrive à faire et à écrire s'améliore. Non, ça rassure pas. Parce que si tu te dis, ça se trouve, là, c'est le max. C'est fou ça. En fait, par exemple, ça se trouve, le meilleur est derrière moi. Personnellement, j'ai pas atteint le niveau que j'aimerais atteindre. Ok. Comment tu juges ça? À quoi tu vois Je sais pas. C'est l'extérieur qui t'envoie des trucs que tu vois? C'est un ressenti. Ok. C'est un ressenti, c'est par l'humour atteindre une profondeur que j'ai jamais vraiment retrouvée. Moi, en tant que spectateur, j'ai jamais retrouvé, ou alors très peu. Ça, je trouve ça vraiment. J'aimerais atteindre une profondeur qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre avec l'humour, mais j'y arrive pas encore. Mais tu as cette ambition-là d'aller creuser plus loin dans cette chemin, profondeur. mais c'est un peu comme une ambition d'un jour, pour un pilote d'un jour aller sur la Lune. Ça se trouve, ça se fera jamais. Ouais. Et c'est pas grave, mais au moins je vise ça et puis on verra. Mais ça te sert quand même de boussole, tu vois, pour te dire, en gros, mon chemin sur l'humour va par là et va vers plus de profondeur et c'est encore imparfait, etc. Donc j'avance et je sais que j'ai besoin de pratiquer, de faire mes gammes pour devenir meilleur. Mais je vais vers ce truc de le jour où j'aurai atteint ce que j'imagine dans ma tête sur l'humour, j'aurai un niveau de profondeur que personne d'autre n'a, quoi. Non, je pense que ce sera jamais atteint. Ouais. Je pense que je pourrais jamais me dire ça y est, j'ai atteint le truc et tout. Je m'en rapprocherai. C'est une à chaque spectacle, j'ai l'impression de m'en rapprocher un peu. Mais à chaque spectacle, une fois que je le sors, je me dis bah ouais, mais c'est pas fini. Hein. J'aimerais bien que là, ça soit un peu mieux, etc. Donc en fait, c'est une espèce de chimère que tu poursuis, quoi. Mais ouais, qui t'aiguille dans le bon sens, mais en gros, t'acceptes que ce sera jamais quand t'atteins la ligne, tu vises Mars. Tu retournes à tes lectures et tout, et puis je sais pas, tu lis Romain Gary ou Céline et tout, et puis tu vas, non, ça va pas, c'est ce que j'ai fait. Donc, et puis je pense que eux, ils avaient les mêmes idées sur ce qu'ils faisaient aussi, et c'est jamais fini, mais heureusement, parce que sinon c'est horrible. C'est-à-dire que tu dis, ah bah c'est bon, j'ai terminé, là c'est bon, là, je suis au max, je pourrais jamais faire mieux, c'est horrible de se dire ça. Surtout avec l'écriture. Physiquement, tu peux te le dire, parce si tu fais du sport à un âge, il y a un certain âge où tu es au pic. Mais quand tu écris, te dire que tu es au max, c'est dur, je trouve. Et ce jugement que tu fais de ton travail, tu vois, à l'instant T, tu le fais, c'est toujours quelque chose qui vient de toi? Ou au contraire, tu te dis, ok, bah là, le spectacle est réussi aussi parce que les retours sont hyper bons, les critiques sont bonnes, mon metteur en scène me dit que c'est cool? Ou ça vient vraiment de toi, ton exigence intérieure? Non, c'est toi. Ouais. Enfin, c'est moi. Je sais pas pour les autres, mais il y aura toujours un public qui aimera pas et un public qui aimera plus ou moins. Après, tu peux diminuer le public qui aime. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vais aller vers plus de profondeur et je vais traiter de sujets hyper chelous et qui, moi, me plairont et j'aurai un public plus restreint parce que tout le monde me trouvera bizarre. Et ça, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave tant qu'il y a des gens avec qui tu peux partager le truc. Ça me dérange pas, moi, de retourner dans des salles. Enfin, si un jour ça arrive et que, je sais pas, je fais une erreur ou quoi, que je remplis plus les salles, ça me dérange pas trop de repartir dans des salles de 50. C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si ce que tu as fait, ça t'a apporté ou si tu as eu l'impression d'apporter quelque chose. C'est toi et ta glace, quoi. Est-ce que quand tu te regardes le matin, tu te dis, je suis fier de ce que j'ai fait, quoi. Le public, il peut être là un jour, puis être là. Ça, t'as zéro pression par rapport à ça, de se dire que le côté tout peut s'arrêter, tu vois. Genre, c'est un peu violent, hein. Zéro pression. Zéro pression. Ok. Je ferai autre chose, c'est pas grave. Ouais. Moi, tant que j'ai des trucs pour m'exprimer et tout, et il y en aura, tout le monde là, aujourd'hui, tout le monde a de quoi s'exprimer. Je peux tout à fait changer totalement de métier, ça me dérange pas. Ouais, t'as ce truc-là, je trouve, d'assez fort de... J'utilise les créations que je fais comme terrain d'expression. Et du coup, tout ce qui se met en travers de ça,
Tu vois, des gens qui te forceraient à avoir une certaine ligne ou un certain cadre qui t'empêcherait de t'exprimer vraiment comme tu voudrais. J'ai l'impression que t'as tendance à squeezer ça, tu vois. Je me dis genre Pasquinade, tu vois, par exemple, c'est un super moyen d'être indépendant de ce que tu fais. Je parle pas financièrement, hein, mais genre des sujets que t'abordes, c'est ton truc et à la limite... Tu vois, c'est un bon exemple, c'est que j'ai fait des vidéos sur YouTube et les vidéos que je préfère, c'est celles qui font moins de vues. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai créé Pasquinade, c'est parce que j'avais envie d'un endroit où j'avais pas la pression du nombre de vues par rapport à ce que je fais voilà, donc les vidéos que j'ai trouvées que j'ai eu le plus de mal à faire, c'est celles qui font moins de vues. Ça veut dire qu'il y a des publics, il y a des rendez-vous de création avec un public, et parfois ce rendez-vous est raté. Ça ne veut pas dire que la création est nulle, ça ne veut pas dire que le public est nul, ça veut juste dire que le rendez-vous est raté. Ouais. D'ailleurs, je trouve que t'as un truc sur YouTube, par exemple, où la vue n'est pas significative de la qualité de ce que tu fais, quoi. Tu peux faire peu de vues et faire un truc ultra énorme. Non, mais parfois c'est corrélé, mais c'est pas non plus... C'est toute la question de l'audience, hein. C'est toute la question de l'audience, c'est qu'est-ce qui fait une vue, est-ce que c'est l'intro, est-ce que c'est le titre, est-ce que c'est... Ouais, et puis tu sais, la recommandation, le push oreille, je sais pas. Mais... Tu sais, t'as le côté... tu sais, YouTube maintenant te pousse vraiment à avoir des temps de consommation de plus en plus longs, etc. Ce qui fait que quelqu'un qui veut émerger grâce à YouTube, grâce à l'algorithme, il doit aussi se plier à certains trucs, tu vois. Et donc parfois ça se corrèle avec une qualité du mieux dans ton art, dans ce que tu fais, dans tes vidéos. Mais ça peut être aussi juste un truc dans genre tu vas vers du putaclic ou en tout cas des formats qui permettent de tenir les gens en haleine, quoi. Bah ouais, je veux dire, c'est pas sain créativement, tu vois. C'est pas juste on encourage à faire du mieux dans la création. On encourage à faire du plus long. Bah non, mais dès que le jugement il est quantitatif, tu t'encourages pas à faire du mieux. On est tombé dans Internet dans le jugement quantitatif, c'est-à-dire le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Il y a très peu de jugement qualitatif. Ouais, c'est clair. On enlève nos petits bandeaux, ça te dit ? Ouais. Comment tu te sens les yeux bandés ? Ça va. Ouais. Comme sans lunettes en fait. Ouais, c'est ça, t'as vu, c'est éblouissant après, au retour. Ouais. Merci d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. C'est cool. J'ai une petite question que je pose à la fin à tout le monde, qui est une question qui est importante, mais en même temps qui n'a pas de réponse universelle, tu vois. Genre, c'est pas une règle générale, c'est plus un avis personnel que je te propose de te donner. Si tu avais un conseil, un outil, un principe ou je sais pas, une valeur que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui est au début de son chemin de création, tu vois, dans les premiers temps et qui gratte et qui est, tu vois, au démarrage, qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner ? De produire assez de matière pour pouvoir en jeter. Okay. Pour moi, c'est très important de jeter de se débarrasser, de ne pas officialiser ça veut dire le garder dans un coin, mais pour moi, quel que soit ce qu'on ait écrit, il faut pouvoir tailler à un moment, il faut réussir à faire des choix difficiles qui sont une grosse part de la création, ces choix-là. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a des gens qui produisent très bien, mais qui font pas forcément les bons choix ensuite. Ils taillent pas bien. Oui, ils taillent pas bien. Il y a des gens qui produisent peu, mais qui font des très bons choix. Je pense que on n'estime pas assez cette phase de choix entre ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Et si on produit pas assez, on va tenir absolument à n'importe quelle création. Et il faut produire assez pour ne pas s'attacher affectivement à ses idées, pour pouvoir les jeter. Ouais, c'est kill the children. Ouais, c'est tuer. Ouais. T'as tous tes petits bébés et si t'en as qu'un, t'as pas envie de le tuer, quoi, parce que c'est le seul qui existe. Alors que si t'en as plein, tu dis bon allez. Beaucoup d'enfants. Non mais voilà, cool. C'est ça. Ok, très bon conseil. J'aime beaucoup. Tu vois, moi je fais pas mal de vidéos en ce moment sur YouTube et je me dis ok, tu produis et tu publies presque ce que tu produis, alors que cette logique-là, elle me plaît plus, tu vois, de me dire je vais produire un peu plus, mais je vais cutter 50% parce que je garderai 50% des meilleurs prods, quoi. Le montage, c'est une partie très difficile dans une création de vidéo, de film.
C'est renoncer parfois, savoir renoncer parfois à du bon pour mettre en valeur le reste. Ouais. Quand tu t'attaches affectivement à ta création, c'est plus compliqué. Moi, j'essaie de m'en détacher au maximum. Ouais. Et je trouve que tu as un truc aussi de... c'est un peu l'idée de la cible, quoi. C'est plus tu produis, c'est un peu plus de fléchettes que tu lances, et tu as aussi plus de chances qu'il y en ait une aussi avec le temps qui touche le bon point, quoi. Et donc derrière, tu enlèves toutes les autres fléchettes et il reste aussi le bon truc, quoi. C'est sûr. Trop cool. Bah écoute, merci. Je suis très content de t'avoir accueilli et j'espère qu'on a fait un interview qui sera utile sur le long terme, quoi. Bah, j'espère aussi. On croise les doigts. Merci d'être venu. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Haroun est quelqu'un que j'estime énormément et qui arrive à très bien conceptualiser son apprentissage et ses progrès et les découvertes qu'il fait. Donc j'espère que l'épisode vous a plu. C'est aussi quelqu'un qui m'avait dit avant l'épisode qu'il avait du mal à se livrer sur l'intime et à parler aussi de ces choses-là qui l'animent en tant que créateur. Et je trouve qu'il a super bien fait. Donc si vous avez apprécié, envoyez-lui un message, ça fait vraiment très plaisir. Et c'est juste génial qu'il puisse venir nous partager tout ça. Donc merci à lui d'être venu. Et si ça vous a plu, comme d'habitude, parlez-en autour de vous. Inspiration créative n'arrête pas de grandir et c'est grâce à vos bons mots et vos bonnes paroles. Donc merci pour ça. Et puis vous pouvez me laisser un petit abonnement sur YouTube, sur Spotify ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Voilà, pourquoi pas, on en rêve. Je vous souhaite une trop bonne semaine, avancez au maximum sur vos projets et puis on se retrouve lundi prochain pour le dernier épisode de cette saison 3. Bonne semaine et puis à bientôt. Ciao.